on va débunk tous les mythes que racontent les nutritionnels. Il y en a vraiment énormément et il y en a même qui sont au bout du compte très dangereux pour votre santé et que vous ne devez absolument pas écouter si vous voulez vivre longtemps et vous sentir bien dans votre peau. 3 faits impopulaires sur la perte de gras. Premièrement, il faut être en déficit calorique si tu veux perdre ce de gras. De manière absolue, c'est vrai, dans le sens où pour perdre de la masse grasse, on a besoin d'être en déficit calorique, c'est-à-dire d'avoir plus de dépenses qu'on a d'apport dans la journée. Si on fait un déficit calorique qui est trop important, le corps va se mettre en réaction. Au niveau hormonal, il va modifier son métabolisme pour se mettre en réserve, c'est-à-dire il comprend qu'il y a un stress, donc son principe, c'est la survie sur du long terme, donc il va fonctionner avec moins d'énergie, il va modifier la faim, la satiété. Le risque, en fait, c'est que la personne reprenne du poids par la suite parce que le déficit calorique aura été trop important. Oui, la personne va perdre du poids, mais pas forcément... C'est exactement vrai ce qu'il a dit, mais ça marche aussi pour un petit déficit calorique. Si vous faites un petit déficit calorique, vous allez aussi ralentir votre métabolisme et vous allez aussi galérer à perdre du poids et détruire vos hormones. Il y a un bien meilleur moyen pour perdre du poids, c'est pas de contourner le problème en faisant un déficit calorique, c'est de résoudre le problème qui fait que vous avez été en surpoids de base. Si vous êtes en surpoids de base, c'est parce que vous avez un dysfonctionnement métabolique. Donc ne cherchez pas à faire un déficit calorique pour reperdre ce poids, cherchez à réparer ce dysfonctionnement métabolique. Et comment vous faites ça? Tout simplement, vous arrêtez de manger de la nourriture transformée et beaucoup de produits végétaux. Vous arrêtez de manger beaucoup de produits végétaux. Vous mangez principalement de la nourriture animale et un peu de nourriture végétale, principalement des fruits. Et vous verrez que vous ne serez pas en surpoids, peu importe la quantité que vous mangez, parce que votre satiété marchera correctement, votre corps va pouvoir réguler sa masse grasse comme il faut, car il aura tous les nutriments qu'il faut et aucune toxine industrielle, et vous ne serez pas en surpoids. Vous aurez corrigé la cause qui fait que vous êtes en surpoids, et vous n'aurez pas juste mis la poussière sous le tapis en mangeant moins et en réduisant votre métabolisme. Et ça, c'est durable. Ça ne va pas affecter vos hormones, votre humeur, votre énergie, rien du tout. Vous serez même encore bien mieux dans votre peau. Le poids qu'elle souhaitera, notamment elle peut perdre de la masse musculaire. J'en reviens à la règle de base, si tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perdras pas ce putain de gras. Le conseil, si on veut perdre du poids, c'est déjà de faire attention aux aliments qui font sécréter beaucoup d'insuline, parce que l'insuline c'est vraiment une clé pour la gestion du poids. Renforcer sa masse musculaire. L'insuline est super pratique parce qu'elle permet de faire rentrer ton corps dans l'anabolisme musculaire. Ça permet de booster ton métabolisme et plein de choses. C'est pas l'insuline le problème, c'est autre chose, il va sûrement en parler. Par une activité physique qui sera adaptée et créer un léger déficit calorique de 6-7% et augmenter un petit peu les apports en protéines pour protéger justement son tissu musculaire. The vinegar hack. 1 tablespoon of vinegar in a tall glass of water before a meal that contains carbs can cut the glucose spike of that meal by up to 30%. With very minimal effort on your part. Just you have to get used to the taste of vinegar. Ça a été documenté dans la littérature scientifique où on voit qu'effectivement un aliment et notamment une boisson acide va ralentir l'activité des enzymes digestives. On a un pic de glycémie qui est moins élevé parce qu'en fait on va... Encore une fois, ils se trompent tous. Ça n'a aucun intérêt de réduire le pic de glycémie. On est littéralement en train de boire quelque chose qui va réduire l'activité de notre système digestif. Vous ne vous dites pas qu'il y a un problème. On inhibe légèrement notre système digestif. Ça vous pose aucun problème? Bah si, clairement. Ça veut dire qu'il y a des parties de votre repas qui vont peut-être même pas pouvoir être digérées parce que votre système digestif n'est pas assez rapide, qui vont finir dans le côlon, qui vont créer de l'inflammation, car elles vont nourrir des mauvaises bactéries. Non, vous ne voulez pas réduire l'efficacité de votre système digestif. Et en ce qui concerne les pics de glycémie, ne craignez pas les pics de glycémie. C'est physiologique. C'est normal que votre glycémie monte après un repas. Mais elle redescend après. Le glucose finit dans vos cellules, dans vos réserves de glycogène, dans votre foie. C'est complètement normal. Le problème, c'est que quand on a un dysfonctionnement métabolique, je reviens sur le même problème, vos cellules ne sont pas capables de capter le glucose car elles sont abîmées. Et c'est là qu'il peut finir dans votre tissu adipeux et que vous pouvez prendre du poids. Vous devenez résistant à l'insuline. Et quand le cas est poussé à l'extrême, vous pouvez même devenir diabétique. Mais c'est le dysfonctionnement métabolique le problème. Et oui, quand vous avez un dysfonctionnement métabolique, faut faire un peu attention aux glucides parce que vous ne pouvez pas les utiliser correctement. Mais si vous n'avez pas le dysfonctionnement métabolique, votre corps il utilise correctement les glucides. Et vous n'avez absolument pas besoin d'avoir peur des pics de glycémie. Absolument pas. Donc ne cherchez pas
à manger moins de glucides ou à avoir des plus petits pics de glycémie, corrigez la source du problème. Arrêtez de manger des aliments transformés. Mangez moins de toxines végétales. Mangez plus de produits animaux. Et vous verrez que vous vous sentirez bien mieux dans votre peau. Mangez comme nos ancêtres auraient mangé. On va libérer plus progressivement le sucre dans le sang. Le jus de citron, par exemple, va aussi avoir cette action. Donc c'est vraiment lié à l'acidité, plus qu'à la spécificité du vinaigre de cidre. Alors le fait de boire une cuillère à soupe de vinaigre avant le repas, ça va pas faire perdre du poids. Faut pas s'imaginer que le vinaigre il va aller brûler les cellules graisseuses, etc. Ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est plus sur la régulation de cette sécrétion d'insuline qui est très importante effectivement, mais plus pour une question aussi de santé. Ok, alors si on justement veut comprendre un petit peu le rôle de l'insuline, donc là c'est le temps. Là, c'est ce qu'on appelle la glycémie, donc c'est le taux de sucre dans le sang. En fait, il faut savoir que normalement notre glycémie, elle est entre 0,9 et 1,1 g par litre. C'est plutôt haut, hein. Normalement on est plutôt censé être entre 0,8 et 1. Si vous êtes à 1,1, c'est que vous êtes prédiabétique, c'est pas normal. Je dois être à 0,87, donc c'est même en dessous de ce qu'il a dit. C'est plutôt dans les marges que j'ai données. Mais oui, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Et donc quand on mange un produit sucré, on va avoir une augmentation du taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire une augmentation de la glycémie. Donc notre glycémie elle monte un petit peu. C'est physiologique. Notre organisme est tout le temps programmé pour revenir à un état d'équilibre. Et ça c'est un état de déséquilibre pour lui, donc il va produire une hormone pour le ramener à la valeur basale. C'est la fameuse insuline qui va agir pour ramener la glycémie à sa valeur normale. Jusque-là tout va bien. Maintenant si on y... C'est ça, et c'est complètement ce qui se passe quand votre organisme fonctionne correctement, peu importe la quantité de sucre que vous ingérez. Peu importe. Si vous n'avez pas de dysfonctionnement métabolique et que parce que vous ne mangez pas de produits transformés. Imagine un repas qui contient beaucoup de glucides, les sodas, les céréales soufflées du petit déjeuner, les galettes de riz, les biscottes. Et là, ils confondent tout, parce que les glucides qui sont présents naturellement, qu'on a mangé depuis des millions d'années, dans les fruits ou même dans les féculents, même si je ne conseille pas trop, il y a une matrice nutritionnelle, il y a des nutriments avec, ce qui fait qu'ils peuvent être absorbés correctement. Quand vous mangez ces produits transformés-là, il n'y a pas la matrice nutritionnelle, il y a le sucre lui-même. Et du coup, il n'est pas absorbé correctement par votre corps. Résultat, il finit dans votre côlon à nourrir des mauvaises bactéries qui, du coup, doivent être régulées par votre système immunitaire, qui crée de l'inflammation et qui peut provoquer une fameuse résistance à l'insuline, un dysfonctionnement métabolique. Donc, le fait de mélanger ces sucres industriels avec les sucres rapides des fruits, ce n'est absolument pas la même chose. Dans les deux cas, c'est des sucres rapides, mais dans un cas, vous avez des sucres industriels qui ne sont pas dans des matrices nutritionnelles, avec des colorants, des édulcorants, des émulsifiants, des conservateurs qui vont bousiller votre métabolisme, et dans l'autre, les fruits, vous avez des sucres avec des nutriments, sans toxines industrielles, qui sont complètement absorbés par votre corps, et qui ne créent pas de dysfonctionnement métabolique. On ne peut pas mettre sur la même échelle les sucres industriels et les sucres des fruits. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est là qu'ils se trompent. Les cracottes, etc. Des glucides qui sont rapidement assimilés. On va avoir le même point de départ, sauf qu'on va faire sécréter beaucoup plus d'insuline à l'organisme, puisque le pic de glycémie est plus élevé. Et en fait, on va avoir ici, là, ce qu'on appelle une hypoglycémie. Voilà, ce crash là qui dit, il n'est pas dû à la quantité de glucides que vous ingérez. Il est dû à un dysfonctionnement métabolique. Vous pouvez manger énormément de glucides. Si votre métabolisme fonctionne correctement, vous n'avez pas ce crash. Je peux vous le dire, je me mangeais une centaine de grammes de glucides en 10 minutes, je me sens super bien après, je n'ai pas de crash, d'hypoglycémie, rien du tout. Et c'est pareil pour plein d'autres gens. Alors bien sûr, si vous avez un dysfonctionnement métabolique, oui, il faudrait peut-être éviter de consommer trop de glucides. Mais votre but devrait être de réparer votre métabolisme, et comme ça, vous pourrez manger des glucides, normalement. Réactionnel. Et c'est là où on va avoir des sensations de fatigue, de faim, et notamment de faim pour des produits sucrés, puisque le cerveau a réclamé du sucre. Donc il y a deux solutions à ce niveau-là, c'est soit on reconsomme un aliment glucidique pour remonter le taux de long terme, plus on va répéter ce mécanisme-là, plus les cellules vont tenter de s'adapter au fait qu'il y ait souvent de l'insuline, et ces cellules vont devenir ce qu'on appelle résistantes à l'insuline. Et donc là, il a tout whipping, comme je dis, c'est pas ça qui crée la résistance à l'insuline. C'est trop de toxines végétales et surtout trop de produits industriels qui créent la résistance à l'insuline induite par un dysfonctionnement métabolique. Vous pourrez manger tout le sucre que vous voulez. Si vous avez assez de nutriments dans votre alimentation parce qu'à côté vous mangez de la viande, des œufs, vous n'aurez pas de dysfonctionnement métabolique en mangeant énormément de sucre. Ça n'arrive pas. C'est un vrai cercle vicieux et c'est là qu'on va déclencher un diabète de type 2. Alors c'est la situation mais extrême, mais c'est un facteur de risque qui peut être important. Donc les solutions, c'est bien sûr de consommer plutôt des aliments faiblement insulinosécréteurs. Donc des légumineuses, tout ce qui est lentilles,
conseil nul parce qu'il y a des antinutriments. Alors c'est pas ça qui va vous causer un gros dysfonctionnement métabolique, sauf si vous en mangez énormément avec votre alimentation, c'est que ça, mais c'est absolument pas un bon conseil de vous dire de manger des aliments qui ont un faible indice glycémique. Ce qu'il faudrait plutôt vous dire, c'est de ne pas manger de produits transformés et de produits qui contiennent trop de toxines végétales. C'est-à-dire tout sauf les fruits, et c'est en particulier les graines qui contiennent beaucoup de toxines végétales. Si vous pouvez déjà éviter les graines, vous évitez énormément de toxines végétales, qui vont du coup vous aider à avoir un meilleur métabolisme. Haricots secs, pois cassés, pois chiches, des produits céréaliers plutôt complets. Le fait d'avoir aussi des graisses de qualité dans le repas, d'avoir des protéines, tout ça, ça va se mélanger. Et donc on va avoir un pic glycémique qui va être beaucoup plus faible que si on avait que des pâtes ou que du jus d'orange. Here's what I eat in a day as a high-fat 6-year carnivore. This right here is about 2 pounds of hanger steak, and I enjoyed it with a stick of cold raw butter on the side. So good for happy hormones and glowy skin. Bon voilà, on est dans la caricature très clairement du modèle carnivore, qui est une grosse mode en ce moment. Alors oui, les produits animaux peuvent être intéressants, oui, les matières grasses peuvent l'être aussi à certains niveaux, mais de là à le faire au détriment du reste, ça n'a pas de sens, sans parler du contexte écologique. Si on va vers une consommation large de ces aliments-là au niveau de la population, on est face à des contraintes. Ils sont trop forts les industriels pour nous laver le cerveau. Manger de la viande, pas de la viande industrielle, du poulet comme ça, mais manger de la viande qui a été élevée dans un environnement sain, dans des prairies, des ruminants qui ont été élevés dans des prairies, c'est écologique. Il n'y a pas plus écologique que ça. Vous croyez que les monocultures qui détruisent des écosystèmes pour planter du blé, du colza ou quoi que ce soit, c'est plus écologique? Bien sûr que non, vous détruisez des écosystèmes. Quand vous mangez du bœuf, de la vache, qui est dans un environnement, dans un écosystème, naturellement, il y a énormément d'espèces, il y a énormément de diversité. C'est écologique de manger de la viande. Je vous jure, ils sont trop forts les industriels pour nous laver le cerveau. Et pour nous faire croire que manger de la viande, c'est pas écologique. Si, ce l'est. Et en plus, c'est la nourriture qui est adaptée à notre espèce. Et pour en revenir au régime carnivore, il y a un seul problème dans le régime carnivore, c'est l'exclusion des glucides. Alors oui, tu as quasiment tous les nutriments qu'il te faut, mais tu as une baisse de ton métabolisme parce que tu n'as pas de glucides. Quand tu n'as pas de glucides, tu mets un peu ton corps en mode famine, en mode ralentissement du métabolisme, un peu comme s'il fallait passer l'hiver. C'est pas un stade healthy. Quand on brûle des graisses, parce qu'on du coup on mange pas de glucides, ça crée un peu plus de stress oxydatif. Donc littéralement, on vieillit un peu plus vite. Et aussi, on a moins d'énergie, parce que on a un métabolisme qui est plus lent. Donc, le seul problème du carnivore, c'est l'exclusion totale des glucides. Je comprends qu'ils veulent ne pas manger de plantes parce qu'il y a des antinutriments, mais il vous faut quand même des glucides. Donc mangez du miel cru, mangez du lait cru et mangez des fruits, qui sont les plantes qui contiennent quasiment aucun nutriment, parce qu'elles sont faites pour être mangées par des mammifères. C'est leur moyen de reproduction. D'élevage et problématiques environnementales qui sont absolument pas cohérentes avec les enjeux à venir. Just a reminder to eat your butter. Alors le fait de croquer du beurre à pleines dents, c'est énormément de graisse saturée, ce qui pose problème en fait. Le problème, c'est la plus grosse blague qui a été inventée par tous les nutritionnistes et le gouvernement, de dire que les graisses saturées sont mauvaises. On en a mangé pendant des millions d'années, il y en a dans la viande, il y en a dans le beurre, il y en a dans tous les produits laitiers crus, et comme par magie, on en a mangé pendant des millions d'années, mais ce serait peut-être pas bon pour notre espèce en fait. Ce serait peut-être mieux de manger des graisses polyinsaturées qui n'ont jamais été dans notre assiette. Elles sont là depuis des dizaines d'années. C'est des aliments industriels qui sont transformés, pas naturels, mais par magie ça doit être bien. Non, pas du tout. C'est super dangereux de manger des huiles végétales. Mangez vos graisses saturées, mangez votre viande, mangez vos produits laitiers crus. Vous serez en super santé, vous verrez, vous vous sentirez bien mieux dans votre corps. Plus que les graisses saturées, c'est l'association à des glucides. Typiquement, c'est le morceau de pain avec le beurre. Donc, dans l'absolu, le fait de n'avoir que ces aliments-là et de ne pas avoir d'aliments glucidiques les protège, je mets des guillemets à ce niveau-là, des conséquences des graisses saturées. Je sais pas où est-ce qu'il sort cette information, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun rapport. Manger des glucides ne va rien changer à l'absorption des graisses saturées. On aura toujours des personnes qui vont avoir des modèles très extrêmes. Et puis petite information, les graisses saturées, ça sert à fabriquer votre testostérone. Hein. Donc, comme vous voulez, si vous voulez les éviter. Ça sert aussi pour votre système neuronal, pour faire vos membranes des cellules. Mais allez-y, hein. Vous allez ressembler à un zombie si vous mangez pas de graisse saturée ni de graisse monoinsaturée. Et qui seront en bonne santé, et tant mieux. Mais c'est pas pour autant que ça en fait un modèle recommandable pour la plupart de la population. I'm quitting the carnivore diet.
Ce qui amène en fait à la question des régimes restrictifs ou des régimes très extrêmes. En fait, la notion de génétique là, elle est importante dans le sens où selon nos origines, on peut avoir une prédisposition à mieux tolérer une grande quantité de certains nutriments. Vraiment se méfier avec ces régimes assez extrêmes parce qu'on a tendance à les extrapoler pour en faire des vérités absolues, ce qui est loin d'être le cas. Il n'y a pas de régime extrême. Ce que je vous dis, c'est juste les aliments qu'on a mangés pendant des millions d'années. Oui, du coup, il y avait beaucoup moins de choix. Oui, on mangeait que de la viande, des fruits, les œufs des animaux, on pouvait manger des produits laitiers dans le ventre des ruminants qu'on mangeait, qui avaient un petit. Voilà. Il n'y avait pas des pâtisseries, et les légumes, on n'en mangeait pas. Il n'y en avait quasiment pas, et on les évitait. Parce que c'était dégueulasse. Et il y avait beaucoup de toxines végétales, et qu'on savait que c'était pas bon. Donc, non, on fait juste manger juste ce qui est adapté à notre organisme. Allez pas manger des aliments qui sont là que depuis des dizaines d'années. Ça n'a aucun sens, c'est même pas des aliments, c'est juste de la chimie des industriels. Je mange 6 œufs par jour et j'ai jamais été aussi en forme. Il a bien raison. 6 œufs par jour, ça fait quand même beaucoup pour le coup, mais c'est pas problématique pour autant. Ça permet d'aborder un sujet qui est important, qui est la consommation des œufs, parce que pendant très longtemps, on a dit qu'il fallait éviter les œufs, pas plus de 3 œufs par semaine, puisque ça augmentait le taux de cholestérol. On n'a pas démontré d'effet négatif jusqu'à 5. Et donc, ça augmente le taux de cholestérol, et donc, même le LDL, pas que le HDL. Déjà, ça l'augmente pas forcément. Une augmentation de votre cholestérol sanguin veut juste dire que votre organisme utilise des graisses. Le cholestérol, c'est un transporteur de graisse. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, quand vous avez un dysfonctionnement métabolique, vous avez trop de stress oxydatif, ce LDL, donc ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, qui est pas mauvais du tout, il va s'oxyder. Quand il s'oxyde, il a bien plus de chances de créer ce qu'on appelle l'athérosclérose. Vous savez, les plaques qui se forment à l'intérieur de vos artères et qui bouchent les artères. Donc, encore une fois, oui, si vous avez un dysfonctionnement métabolique, trop de cholestérol peut boucher vos artères. Mais pas assez de cholestérol conduit à d'autres problèmes. Vous pouvez mourir pour autre chose. Ça réduit peut-être vos risques cardiaques de baisser votre cholestérol quand vous avez un dysfonctionnement métabolique. Mais ça augmente votre chance de mourir toute cause parce que vous pouvez mourir d'autres choses. Donc, dans tous les cas, ne cherchez pas à réduire votre cholestérol. Mais juste, encore une fois, cherchez à réparer la cause du problème, réparez votre métabolisme, arrêtez de manger des aliments transformés. Ça va répondre à tous vos problèmes. 6 œufs, donc pourquoi pas. Après, il y a des notions de tolérance personnelle, de variation de réponse aussi à la quantité de cholestérol, mais on peut largement manger 1 ou 2 œufs au petit déjeuner et il n'y a aucun sans risque problème. Cardiovasculaire. J'en mange 6 par jour, il n'y a aucun problème. Associé, voire potentiellement on peut avoir un léger effet protecteur. Les gars, le kiwi, coupez-le en rondelles et mangez-le avec la peau parce que c'est dans la peau qu'il y a le plus d'antioxydants et le plus de vitamine C. En soi, effectivement, c'est juste dans le sens oui. Nope. Vous savez ce qu'ils font les fruits? Leur but, c'est de se faire manger par des mammifères. Ils vont mettre leurs toxines végétales dans la peau pour ne pas se faire manger par des vers ou par des tout petits animaux. Si vous prenez une banane, la peau, il y a énormément d'antinutriments pour pas qu'elle se fasse manger par des vers ou quoi que ce soit. Pour qu'un mammifère l'accueille, enlève la peau et mange l'intérieur. Et ensuite répandre les graines. Ce n'est absolument pas une bonne idée de manger la peau. C'est la même chose avec les graines. Quand vous mangez des pâtes complètes, qui viennent du coup de la graine de blé, si vous gardez des pâtes complètes, ça veut dire qu'il y a encore l'enveloppe autour de la graine, vous mangez juste beaucoup plus d'antinutriments. Il y a peut-être un peu plus de nutriments, mais vous mangez surtout beaucoup plus d'antinutriments, les métaux lourds et tous les pesticides qui se sont déposés sur la graine. C'est une très mauvaise idée. Et c'est la même chose pour les fruits. Vous prenez les pesticides, bien sûr, à moins que ce soit de l'agriculture biologique, mais vous prenez surtout beaucoup plus d'antinutriments. Donc, mangez pas la peau des fruits. C'est un peu idiot. Bon, exception peut-être pour les pommes. Il n'y en a pas beaucoup. Mais allez pas manger la peau d'une banane ou la peau d'un kiwi. C'est complètement idiot. Vous en avez marre d'être maigre? Vous galérez à prendre du poids? Alors buvez ce shaker tous les jours au petit déjeuner. On commence par y ajouter une banane, on met du lait végétal, lait de soja, lait d'avoine, lait d'amande, celui que vous préférez. À présent on met 80 grammes de flocons d'avoine, ensuite on met de la protéine whey, voilà. On rajoute une bonne grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Il s'adresse vraiment aux personnes qui veulent prendre du poids ou la masse musculaire. Cette association glucides-protéines, c'est ce qu'on va conseiller effectivement. Mais il faut qu'il y ait bien sûr une activité musculaire qui permette cette prise de masse. Si la personne boit un shaker avec beaucoup de protéines et glucides et qu'elle ne bouge pas suffisamment, elle ne va pas développer sa masse musculaire. On rajoute une cuillère de sirop d'agave. Quand on rajoute du fructose concentré comme du sirop d'agave. Oh là là, mais quoi? Mais c'est une catastrophe ce milkshake. C'est nul, il n'y a rien qui va. Le lait végétal, c'est bourré
d'antinutriments et de graisses polyinsaturées. Graisses polyinsaturées que vous ne voulez absolument pas. Ce sont vos pires ennemis, les graisses polyinsaturées. Retenez ça. Ce sont vos pires ennemis. Ensuite, on a... À présent, on met 80 grammes de flocons d'avoine. Ensuite... Flocons d'avoine, on en parle de ça? Une graine qui contient du coup beaucoup d'antinutriments, qui contient les pesticides, qui contient des métaux lourds, qui contient aussi très peu de nutriments. C'est nul les flocons d'avoine. C'est une graine. Ne consommez pas de graines. Ensuite, on met de la protéine whey. Voilà. La whey, je vais pas entrer trop dans les détails, mais c'est la protéine de lait. La protéine de lait, elle est très bien, mais quand elle est crue, si vous la pasteurisez, elle devient inflammatoire et elle n'est pas aussi bien absorbée. Donc au lieu de prendre des suppléments de whey, mangez juste des fromages au lait cru ou du lait cru. Vous aurez aussi plein de nutriments qui seront utiles à votre organisme, qui vont aider à réparer votre métabolisme. Voilà, on rajoute une bonne grosse... Beurre de cacahuète, c'est une grosse fraude. La cacahuète, une graine. Les graines, bon là c'est encore pire parce que ça contient pas juste des antinutriments. La cacahuète contient énormément de graisses polyinsaturées. Comme j'ai dit, vous voulez absolument les éviter. C'est nul le beurre de cacahuète, c'est vraiment nul. Ça va pas du tout vous aider à perdre du poids parce que c'est des graisses polyinsaturées. Les graisses polyinsaturées qui envoient un signal dans votre corps quand elles sont transformées en ATP par vos mitochondries, qui envoient un signal de famine, de ralentissement du métabolisme. Et en plus, ça crée énormément de stress oxydatif dans votre corps, car c'est instable. C'est aussi pour ça que vous brûlez au soleil, quand vous mangez trop de graisses polyinsaturées. Parce que vos membranes deviennent trop facilement oxydables par les UV. Vos membranes ne sont plus assez saturées, par des graisses saturées. Donc non, le beurre de cacahuète, c'est une très mauvaise idée. Cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Il s'adresse vraiment aux personnes qui veulent beaucoup de protéines et glucides et qu'elles ne bougent pas suffisamment, elle ne va pas développer sa masse musculaire. On rajoute une cuillère de sirop d'agave. Et le sirop d'agave, c'est une catastrophe, c'est que du fructose. Dans la nature, tous les fruits, c'est à moitié du glucose, à moitié du fructose à peu près. Le fructose, pour être assimilé correctement, il a besoin du glucose. Si vous prenez du fructose pur comme là, ce n'est pas assimilé par votre corps. Ça finit dans votre côlon à nourrir les mauvaises bactéries, rebelote, votre système immunitaire s'active, inflammation, stress oxydatif, dysfonctionnement métabolique. Donc c'est vraiment pas une bonne idée, son milkshake il est nul à chier. Désolé mais... Quand on rajoute du fructose concentré, comme du sirop d'agave, ou dans beaucoup de sodas, de biscuits industriels, etc., on rajoute ce qu'on appelle du sirop de glucose fructose. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui pour la santé, notamment la santé des jeunes. On va créer ce qu'on appelle une stéatose hépatique, c'est-à-dire une accumulation de graisse dans le foie, parce qu'on consomme trop de fructose, mais d'origine industrielle. Après, c'est une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe n'est pas un souci, c'est plus pour les personnes qui en consommeraient des grandes quantités. Ensuite, on met de la protéine whey. Voilà. La fameuse whey, très connue dans le monde du sport, parce qu'effectivement, elle a certains acides aminés dans les protéines qui aident à la reconstruction musculaire après un effort. La whey n'est pas la protéine indispensable pour prendre de la masse musculaire. C'est la protéine du lait, donc juste manger des produits laitiers crus, comme j'ai dit, il faut qu'ils soient crus. Elle est dénaturée la protéine quand elle est cuite, elle est dénaturée, elle devient inflammatoire pour votre corps, car quand votre système digestif la détruit en plus petits peptides, les protéines c'est des chaînes d'acides aminés, et quand il la décompose, ça crée des peptides qu'il n'est pas capable d'assimiler. Et qui donc du coup vont créer de l'inflammation. Alors c'est pas énorme, il y a bien pire, toutes les toxines industrielles sont bien pires. Mais vaut mieux clairement manger des produits laitiers crus. Ça revient moins cher que la whey en plus. Il y a quand même une nuance à ce niveau-là. L'intérêt des protéines dans le cas de la perte de masse grasse, c'est que justement ça va déjà nous donner de la satiété, ça va préserver la masse musculaire. Il faut savoir que naturellement, dans le modèle français ou le modèle occidental, on a tendance à déjà manger assez de protéines, nos besoins. Non, c'est pas vrai, on mange pas assez de protéines, en plus c'est pas des protéines de qualité. Si tu manges des protéines végétales, déjà il n'y a pas tous les acides aminés essentiels, donc ça va pas suffire. Et en plus, elles sont pas assimilées correctement. Il y a des inhibiteurs de protéase par exemple quand tu manges des protéines végétales. Un antinutriment qui empêche l'absorption des protéines. Il y a des acides aminés non protéiques. C'est des acides aminés. Dans le règne végétal, il y a 900 acides aminés, je crois, différents. Nous, on n'a besoin que de 20. Si on mange des acides aminés qu'on ne peut pas utiliser, ils vont être associés dans nos protéines, ils vont servir à faire des protéines, mais ces protéines ne vont pas être fonctionnelles parce que ce ne sont pas les acides aminés qu'on veut. Donc, des protéines végétales ne valent absolument pas des protéines animales, et de très loin. De très très loin. Donc déjà que même si on mangeait que des protéines animales, la plupart des gens ne consomment pas assez. Il faut
Même si vous faites pas de sport, il faut 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc je fais 67 kg, il me faudrait au minimum 100 g de protéines. Et plutôt 140, 150 si je veux vraiment maximiser le développement musculaire. Si je mets de côté le sportif, pour une personne lambda, c'est à peu près d'1 gramme à 1,2 gramme de protéines par kilo de poids corporel. La plupart de la population aujourd'hui mange plutôt 1,3 gramme, 1,5 gramme. On n'a pas besoin de rentrer dans des modèles. C'est peut-être vrai, je sais pas, mais le problème c'est que là-dedans il y a sûrement beaucoup de protéines végétales. Mais ça m'étonnerait quand même que la majeure partie des gens consomment quand même une centaine de grammes de protéines. Je pense quand même que c'est moins. Oui, tu peux brûler 15 kilos en moins de 4 semaines très facilement. C'est beaucoup quand même. Même avec ma méthode, tu vas peut-être perdre 10 kilos. Plus jamais les reprendre. Il suffit juste d'utiliser le jeûne de 48 heures et de 72 heures. Perdre 15 kilos en 4 semaines, évidemment, c'est possible. Mais à quel prix en soi? Et c'est certainement pas en jeûnant. En fait, non, même pas, parce que ton métabolisme va ralentir. En fait, tu perdrais peut-être 15 kilos en 4 semaines si tu manges pas pendant 4 semaines. Mais ouais, même si tu peux faire, c'est une plutôt bonne idée pour récupérer un bon métabolisme de jeûner et de faire des longs jeûnes comme ça. Faut juste pas trop les faire. Vous faites un jeûne de 48 heures max une fois toutes les 2 semaines. Pas plus fréquemment. Et ça peut vous aider à repeupler correctement votre microbiote quand vous avez mangé de la merde avant. Si vous voulez récupérer une bonne santé, vous faites ça pendant quelques mois. Mais c'est pas très utile. Les seuls avantages du jeûne, c'est la régulation de la population de bactéries. C'est ça. Parce que même l'autophagie, vous la faites même quand vous jeûnez pas. Et sinon, ça peut être dangereux de mettre son corps dans de telles carences. Mais sinon, ouais, un jeûne de 48 heures, 72 heures, c'est plus intelligent qu'un déficit calorique. Mais il faut juste pas le faire trop fréquemment. Pendant 48 heures ou 72 heures qu'on aura cette perte de poids. Pour un petit jeûne de 72 heures, tu peux perdre entre 2 et 3 kilos. Juste faites gaffe si vous faites un jeûne de... Allez pas au-dessus de 48 heures, surtout la première fois. Restez bien hydraté. Buvez de l'eau avec du sel de Guérande. Vous prenez du sel de Guérande, vous le mettez sous votre langue et vous buvez de l'eau. Dès que vous avez faim, vous faites ça. Ça va vous aider à passer le jeûne. Vous n'allez pas vous déshydrater, vous aurez vos électrolytes. Et vous n'allez pas finir à l'hôpital, du coup. Très facilement. Oui, on va perdre potentiellement 2-3 kilos, sauf que c'est pas du tout du gras. Le corps est vraiment en stress dans un état de jeûne et il va accélérer. Et en effet, si vous jeûnez trop, oui, vous n'allez pas perdre que du gras. Vous perdez du muscle quand vous faites 2 jours de jeûne. Mais si après, vous avez une belle phase anabolique, vous récupérez tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf si vous jeûnez trop. Là, oui, bien sûr que oui. La dégradation des protéines, notamment au niveau musculaire. Et ça va enclencher une baisse de ce qu'on appelle le métabolisme de base. Donc la conséquence, c'est que quand on va reprendre... C'est ça, c'est exactement ce qui se passe si vous jeûnez trop. Votre métabolisme de base ralentit, votre corps se met en mode famine. Et c'est la même chose quand vous faites un déficit calorique, même s'il est petit. Mangez à votre faim, mais des vrais aliments. Alimentation avec beaucoup de calories, on va avoir tendance à reprendre aussi un poids et surtout pas forcément la masse musculaire. L'autophagie va s'activer dans le corps pour nettoyer les cellules inefficaces. Cette période de 48-72 heures, elle va permettre d'enclencher l'autophagie qui est fraude. L'autophagie s'enclenche tout le temps. C'est le recyclage des cellules abîmées. Si vous êtes en bonne santé, l'autophagie se fait tout le temps. Il n'y a pas besoin de jeûner pour avoir l'autophagie. Si vous mangez pas la nuit, il y a de l'autophagie déjà de base. Qui est un peu un système de préservation des protéines au niveau des cellules. L'organisme est en danger puisqu'en fait il a plus d'énergie, donc il est beaucoup plus économe et au lieu de jeter plus facilement certains déchets protéiques, il va les garder pour mieux les recycler. Il y en a qui font vraiment des jeûnes très longs, c'est quoi? Si on se réfère à nos origines ancestrales, on mangeait avant tout quand on avait à manger, donc notre corps a cette capacité, oui. Ça doit être encadré par un médecin. Notamment avec la cétose, ce genre de truc. Si on n'a pas de glucides et qu'on n'a pas de carburant, notre corps va utiliser ses graisses comme carburant. Mais ce n'est pas optimal. Ça induit un ralentissement du métabolisme, et c'est normal. C'est ce qui permet de survivre. C'est pour ça qu'il faut des glucides. Pour vérifier qu'en fait la personne est tout à fait capable de mener un jeûne sur 5 jours, 7 jours, voire davantage. Je jeûne de 21h à 15h tous les jours. Et je mange, ma fenêtre pour manger, c'est de 15h à 21h. Le jeûne intermittent, on en parle beaucoup. On est des animaux, des mammifères diurnes, c'est-à-dire qu'on est fait pour bouger le jour et pour dormir la nuit. Ne serait-ce que respecter un jeûne nocturne de 12 heures, oui. Ça devrait être notre normalité. C'est normal. Après d'aller jusqu'à 15-16 heures, ça, c'est une mauvaise idée. Intéressant. Maintenant, ça veut dire aussi être capable de consommer. Si vous êtes vraiment en mauvaise santé, ça peut être intéressant, mais encore une fois, c'est plus intéressant de faire un jeûne de 48 heures si vous voulez. Pourquoi c'est intéressant de faire un jeûne? Juste parce que vous arrêtez de manger de la merde. Ça fait une période de 16 heures où il n'y a aucune toxine végétale, aucune toxine industrielle qui rentre dans votre corps. Donc ça réduit les toxines de vos intestins, ça réduit l'inflammation, ça réduit le stress oxydatif. Mais
Encore une fois, c'est pas optimal. Si vous suivez le rythme de vie correct et que vous mangez l'alimentation que vous êtes toujours censé manger, il y aura plus de côté négatif à faire du jeûne intermittent que de côté positif, notamment au niveau du cortisol. Ça va réduire votre métabolisme de base. Ça va pas vous aider. Et suffisamment de calories, suffisamment de micronutriments sur une période. Et même si vous avez assez de micronutriments et de calories sur la fenêtre où vous mangez, c'est quand même une période de stress parce qu'il y a quand même beaucoup d'heures où votre corps n'a rien. Et du coup, il doit ralentir son métabolisme. C'est pas healthy. Ça va pas vous aider à vivre plus longtemps. C'est n'importe quoi. Restreint de 8 heures. De toute façon, le fait de manger 3 ou 4 repas par jour, c'est une convention. C'est-à-dire qu'on n'a pas de raison biologique à manger 3 ou 4 repas par jour. Le fait de s'écouter, en soi, c'est plutôt un élément qui est bénéfique. Par contre, un élément qui est important, c'est la régularité. C'est-à-dire de ne pas prendre un petit déjeuner, par exemple, un jour, et puis jeûner le lendemain, et changer comme ça un jour sur deux. Bien sûr, c'est une grosse importance. J'ai arrêté d'acheter depuis ma perte de gras. Les pâtes blanches, je vais étaler au gluten. Dès l'instant où je l'ai stoppé, j'ai énormément dégonflé en termes de rétention. Le gluten a un antinutriment, une lectine, qui va abîmer la paroi de ton intestin. Alors, tout le monde n'est pas aussi sensible, mais peu importe votre niveau de sensibilité, même si vous ne ressentez pas, ça crée quand même des dommages et de l'inflammation. Alors, il y a des personnes qui sont hypersensibles, même qui sont tellement sensibles que c'est la maladie cœliaque. Et donc là, oui, ils sont obligés d'éviter complètement le gluten. Mais même si vous n'êtes pas sensible au gluten, je vous conseillerais de ne pas en consommer du gluten, ou dans des quantités très faibles, parce que ça crée quand même des dommages, même si vous ne le sentez pas. C'est pas une problématique de rétention d'eau, c'est plus une problématique d'inflammation potentielle. Oui. Il faut savoir que le gluten peut déclencher une réponse inflammatoire, c'est-à-dire que ça va créer une Elle en déclenche une dans tous les cas. La différence, c'est qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres à ça. petite perméabilité de la muqueuse de l'intestin, avec potentiellement des inflammations extra-digestives. Mais ça concerne qu'une petite partie de la population. Si tu arrêtes le gluten, voici les changements incroyables que ton corps aura. Tu réduiras tes ballonnements, tu auras plus d'énergie, tu auras une meilleure peau, ta digestion sera plus fluide, tu te sentiras plus léger. Si t'es très sensible, c'est vrai. Si tu l'es pas forcément, tu verras pas forcément une grosse différence. Mais vas-y, c'est pas pour ça que ça va pas créer des dégâts sur le long terme. Plus à l'aise au quotidien. Est-ce que le gluten est un ennemi en soi? Non, c'est pas le grand coupable comme on entend beaucoup. C'est on a souvent une confusion. Ce qu'on appelle l'intolérance au gluten qui en fait n'existe pas. D'un point de vue technique, on parle d'hypersensibilité au gluten et non d'intolérance. On a un autre problème, on va utiliser des pesticides. Ces pesticides peuvent malheureusement altérer notre microbiote intestinal et déclencher des réponses inflammatoires. En fait, c'est pas vraiment une problématique de gluten, c'est une problématique qui est plus systémique, qui peut être effectivement le gluten pour des malades cœliaques ou une petite partie de la population, mais ce n'est pas que le gluten en tant que tel. Cette perte de poids, j'ai décidé de reprendre les compléments alimentaires, de l'extrait de thé vert, le zinc, magnésium. Ça fait beaucoup de compléments alimentaires. Du L-glutamine, les oméga 3, ça c'est top pour réduire l'inflammation et récupérer suite aux entraînements. En France, 98% de la population manque d'oméga 3 à longue chaîne, souvent issus de poissons ou des algues. On sait que les oméga 3 vont être... Tiens, pourquoi on manque d'oméga 3? Peut-être parce que notre alimentation est hyper végétalisée. Ça, c'est dangereux parce que les oméga 3 et les oméga 6, c'est des graisses polyinsaturées qu'on ne veut pas. Qu'on ne veut pas en grande quantité. On vous dit tous le ratio oméga 3, oméga 6, c'est super important, on veut pas trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Mais un ratio encore plus important, c'est le total des graisses polyinsaturées, donc oméga 3 plus oméga 6, sur les graisses totales. Et vous voulez pas que ce ratio graisse polyinsaturée sur graisse totale, il soit très haut. Vous voulez pas qu'il soit au-dessus de 5% idéalement. Et ça, c'est bien plus grave. Vous pouvez avoir un ratio oméga 3, oméga 6, 1 pour 1. Si vous avez beaucoup trop de graisses polyinsaturées, vous aurez énormément de problèmes. Donc, oui, on manque d'oméga 3 à longue chaîne, mais c'est pas une raison pour manger des aliments qui sont super riches en graisses polyinsaturées. Vous savez dans quoi il y a des oméga 3? Dans les produits laitiers crus et dans la viande rouge. Et dans les quantités qu'il faut. C'est-à-dire environ 5% des graisses, ça va être des polyinsaturés. Et il y aura tous les oméga 3 qu'il faut. Et ce sera accompagné de toutes les graisses saturées et monoinsaturées qu'il vous faut. C'est des aliments qu'on a mangés pendant des millions d'années, qui sont parfaitement adaptés à notre espèce. N'essayez pas de contourner le problème en récupérant des oméga 3 autre part. Même les poissons gras, c'est pas une si bonne idée que ça, parce que oui, le ratio oméga 6, oméga 3 est bon. Mais il y a énormément de graisses polyinsaturées. Beaucoup trop. Donc si vous c'est pas grave de manger une fois du poisson gras. Mais vous pouvez pas, ça peut pas être votre principale source de protéines. Vous allez avoir des gros problèmes sinon, en ayant beaucoup trop de graisses polyinsaturées. Très important dans la prévention cardiovasculaire, des maladies inflammatoires. Et oui, du coup, les oméga 3, c'est utile. Mais en avoir trop, c'est aussi très dangereux et ça va vous créer énormément de problèmes. Donc vraiment, ne cherchez pas à avoir trop de graisses polyinsaturées et plein d'oméga 3. Ne prenez pas des suppléments d'oméga 3. Mangez directement de la viande,
la viande grasse, la viande rouge grasse, et des produits laitiers crus. Vous aurez les oméga 3 qu'il vous faut. Surtout si la viande est nourrie à l'herbe. Et on n'en parle même pas des oméga 3 végétaux. Par exemple, l'huile de colza, oui, c'est riche en oméga 3. C'est des oméga 3 végétaux, le ALA. Votre corps ne peut rien en faire. Il doit le convertir en DHA. Et cette conversion est très faible. Et au bout du compte, ça va juste créer énormément de stress oxydatif, ces oméga 3 végétaux, le ALA, parce que c'est des polyinsaturés. Donc vous ne voulez absolument pas vous blinder d'oméga 3 végétaux, vous voulez pas non plus avoir énormément de graisse d'oméga 3 animaux, vous voulez juste manger ce qu'on a toujours mangé. N'essayez pas de contourner le problème, faites ce qui marche pour notre espèce et ce qui a toujours marché. Chronique, du diabète de type 2, même au niveau de la dépression. Par contre, la notion de qualité là, sur les oméga 3 est très importante. On a beaucoup de compléments alimentaires qui sont purifiés dans des mauvaises conditions, qui sont stockés trop longtemps et à température trop chaude. Et on se retrouve avec des oméga 3 oxydés qui sont trop élevés. Mais c'est aussi ce qui se passe dans votre corps. Vous voulez pas. C'est quoi là que tu bois? C'est mon petit secret tous les matins. Je prends mon petit café et je prends mes compléments alimentaires. C'est à base de collagène marin. Il faut savoir que le collagène, on en manque dans notre alimentation parce qu'en fait, on mange plus de morceaux de produits animaux qui sont riches en tissus conjonctifs, et notamment en collagène. Quand on faisait avant du veau maringot, du bœuf bourguignon, on faisait un bouillon de poule avec la carcasse du poulet, etc., bah, ça permettait d'avoir plus de collagène. Après, le collagène va avoir un problème potentiellement de traçabilité. On parle souvent de coproduits de la pêche. Tout ça, pareil. Prenez pas des suppléments. Pareil pour les suppléments de collagène. Prenez directement du bouillon d'os de bœuf. Vous aurez tous les acides aminés qui complémentent ceux de la viande rouge, des muscles squelettiques, et vous aurez aucun problème, vous aurez tout le collagène qu'il vous faut. Le collagène marin, donc ça va être de la peau, ça va être des déchets issus de l'utilisation en fait, des poissons. Selon l'origine, ça peut être une qualité plus ou moins importante. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les peptides de collagène. Mais là, on rentre vraiment dans du détail. Donc déjà, de rajouter naturellement du collagène dans l'alimentation avec du bouillon de poule, etc., c'est un bon moyen pour en avoir davantage. Et après, pourquoi pas avoir recours à une supplémentation, mais c'est en rien systématique. Je mange uniquement des produits avec le Nutri-Score A pendant 24 heures. La santé avant tout, les gars, bien évidemment. Des bons fruits de bon matin. Un petit peu le jus quand même. Bon, les fruits au sirop le matin, on peut faire mieux. Le Nutri-Score, il a été établi pour simplifier le discours, à vouloir aider. Par ce score, on finit par parfois nous dire des choses qui sont pas forcément justes, voire fausses. On se retrouve parfois avec des aliments qui ont un Nutri-Score A et qui sont pas forcément de bonne qualité nutritionnelle, et inversement, des produits avec un mauvais score, alors que ça peut être intéressant. On parle de l'huile, par exemple, qui est certes riche en graisse, mais des graisses dont on a besoin. Je suis agréablement surpris parce qu'on peut trouver un Nutri-Score A. Au niveau des salades toutes préparées, etc., on peut avoir parfois des additifs qui ne sont pas intégrés dans le calcul du Nutri-Score et qui piègent parfois les personnes. Ne mangez pas de produits transformés. Si vous mangez des aliments où il y a un Nutri-Score, il y a un problème déjà. Parce qu'il n'y a pas de Nutri-Score sur les légumes, il n'y a pas de Nutri-Score sur les fruits, il n'y a pas de Nutri-Score sur la viande. Il n'y a pas de Nutri-Score sur les œufs. À ce niveau-là. Le Nutri-Score, il va être basé essentiellement sur la quantité de graisse et la qualité des graisses, sur la quantité de sucre, sur la présence de sel, sur la charge calorique globale. Ça va pas intégrer la notion de charge glycémique, ça intègre pas la notion d'ultra-transformation, donc ça a quand même un certain nombre de limites. S'il n'y a qu'un conseil à donner, le fait d'avoir un produit brut, c'est-à-dire d'éviter les aliments ultra-transformés, statistiquement, on enlève aussi beaucoup d'aliments qui vont être de mauvaise qualité. Il n'y a pas de score idéal. Même le pain, c'est dangereux. Mais non, un aliment de base en plus. On mange quasi tous du pain ici, peu importe sa forme. Ne mange surtout pas de fructose, tu vas perdre de gras. Et oui, un fruit, c'est plein de fructose. Stop fucking eating eggs immediately. It's the reason why. On vous a dit de boire 1 litre, 2 litres, 3 litres d'eau par jour. Mais ça, c'est des conneries. C'est une vidéo qui est hyper intéressante parce qu'en fait, ça traduit quand même le climat nutritionnel actuel. Il y a une vraie cacophonie. On ne sait plus ce qui est bon, ce qui est mauvais. On entend un peu tout et son contraire. C'est parfois des informations qui sont juste prises isolément et qui sont vulgarisées à l'extrême sur Internet et qui deviennent non seulement fausses, mais délétères pour la santé. 3 aliments à supprimer. Non, aussi simple que ça. Vous voulez perdre du poids, n'importe quoi est en meilleure santé. Forcément, aucun produit transformé, ultra transformé, tout. Vous devez manger que des aliments où il n'y a pas de liste d'ingrédients. Aussi simple que ça. Et plus précisément, vous mangez de la viande de ruminants, des œufs bio ou de pâturage, des produits laitiers crus et des fruits. Et si vous trouvez ça trop restrictif, vous rajoutez des légumes et des féculents. Rien d'autre. Il va falloir
falloir bannir absolument 3 produits à vie. Top 10 des aliments à bannir. Si on écoute tout le monde et on rajoute des strates comme ça de conseils, au final on ne mangerait plus rien. On a le développement plutôt inquiétant aujourd'hui de ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire le contrôle exacerbé de la qualité de l'alimentation au point parfois de se désociabiliser ou autre. D'ailleurs c'est l'objet d'un de mes livres qui est du bon sens dans notre assiette, c'est simplement de revenir à une alimentation brute, non transformée, locale, par des circuits courts, bio. Malheureusement tout le monde est complètement paumé et ça c'est dommage parce qu'en fait l'alimentation c'est un pilier qui est extraordinaire pour prendre soin de notre santé. C'est du plaisir, c'est du partage, c'est de la convivialité, c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous y comprenez un peu plus à la nutrition et le bordel que c'est parce que personne n'y comprend rien, sauf moi.